faisais la saisie, je faisais les banques, enfin je faisais tout. Donc au final, ça m'a permis d'avoir entre guillemets des bases solides quoi. Je pense que s'il y a un client qui parle de toi, c'est que t'as tout gagné au final. Je trouve que ce qui est encore plus valorisant, c'est quand tu te dis, voilà, j'ai aidé ce client, je l'ai boosté, je lui ai donné des conseils, j'ai fait de l'optimisation fiscale. Je pense que l'ambiance de travail, elle fait vraiment la différence. Et ça peut faire qu'un collaborateur, il va partir de ton cabinet. Si le collaborateur, il est plus performant, il va s'adapter beaucoup plus facilement aux évolutions du métier. Et je pense que vraiment, il y a des entreprises qui n'ont pas compris que le bien-être des salariés, c'est essentiel. Une des qualités requises pour ce métier, c'est d'être curieux. Et si t'es pas un minimum investi, mais surtout curieux, ça veut dire que de toi-même, tu vas te dire « Ah, ça je comprends pas et que je vais aller regarder », forcément, tu vas stagner. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Counter. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle masterclass avec une typologie d'invités que je n'ai jamais eu dans l'émission. Et je suis très heureux de t'accueillir, Levana, pour cet épisode. Bienvenue dans le podcast Counter. Salut à tous, merci beaucoup de me recevoir. Alors, pour la petite anecdote, donc toi, eh bien, tu as eu 2 expériences professionnelles, à la fois dans un petit cabinet et aujourd'hui dans un cabinet plus conséquent. On va aborder ça plus en détail. Et tu es à ta première année de stage, mémorialiste, expert comptable. J'aimerais qu'on comprenne, dans le cadre de cet épisode, qu'est-ce qui t'a amené ici, mais aussi qu'on puisse comprendre le véritable envers du décor et aussi montrer, tu vois, il y a ce qu'on entend sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur la vie en cabinet, qu'est-ce qu'on fait pas. Et toi, t'es notre masterclass, c'est notre cas d'usage, du coup, pour qu'on puisse comprendre un peu ton parcours. Avant de commencer, Levana, j'aurais une question à te poser. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre la profession d'expertise comptable ? Ok, alors c'est pas hyper facile comme question. Je pense que c'était assez logique. Ça veut dire que j'ai toujours été plus littéraire quand j'étais à l'école. Donc j'avais fait une terminale ES. Ok. Et j'avais pensé au début à faire du droit. Mais le métier en lui-même, il me convenait pas trop. Et après, quand on m'a parlé de ce métier, c'était un peu comme une évidence. Ça peut-être un peu bateau de dire ça, mais c'était au moins logique. À quel moment de ton parcours ? Quand tu étais au lycée C'était en terminale. Ah, ok. Enfin, ouais, terminale. Donc, c'était vraiment au début de la terminale. Donc, j'étais pas stressée par rapport au fait de je sais pas quoi faire après le bac. Mais du coup, quand on en parlait, on m'a dit qu'il y avait un peu de droit, qu'il y avait un peu de fiscalité. C'était très complet et surtout la possibilité d'être indépendante. Parce que c'est hyper important pour moi aussi de pouvoir avoir cette possibilité d'avoir un métier qui est un peu plus large, quoi. Et qui c'est qui t'a parlé justement de ça quand tu étais en terminale ? Ok, alors c'est ma sœur. Ok. En fait, elle avait une amie, enfin elle avait plusieurs amis qui faisaient ça. Elle m'a expliqué un peu et j'ai tout de suite dit vas-y, go. Ok, ça marche. Et donc c'est par cette histoire que tu t'es dit la possibilité d'avoir des choses qui sont diversifiées, du droit, de la gestion, et puis la possibilité de demain devenir indépendante. Alors tu dis c'était important pour moi. Pour quelle raison ? Déjà, là t'as quel âge ? Donc ça fait du coup, alors si je calcule bien, parce que moi, geek des chiffres, mais pas tout à fait bon dans les calculs. Donc là, t'as 6 ans d'expérience. Enfin, là, j'ai 24 ans. Ouais. Donc, j'ai 5 ans d'études, si tu veux, et 4 ans de cabinet. Ok. Donc, pourquoi tu disais c'était important pour moi, à l'âge de la terminale, de se dire j'avais envie d'être indépendante ? En fait, c'est surtout dans mon caractère. Je déteste dépendre des gens en général. Et en fait, c'est plus la possibilité de me dire que voilà, demain, j'ai un métier entre les mains. Voilà, si je m'entends pas ou si voilà, j'ai envie de faire autre chose, j'ai ce métier entre les mains et je peux faire comme moi j'ai envie de le faire. Même si aujourd'hui je suis salariée, je suis très contente voilà, de pouvoir justement parler, etc. Avec plein de gens. Je veux avoir la possibilité de, si jamais, voilà, même si je veux déménager ou s'il y a un accord qui passe pas, je veux vraiment pouvoir avoir cette liberté, quoi. C'est très important pour moi. Ok, donc là c'est intéressant parce que tu pointes du doigt la liberté que tu pourrais avoir en choisissant ces études. Ok. On reviendra là-dessus un peu plus tard, Levana. Alors, tu rentres du coup en DCG, j'imagine ? Oui. Ok. C'est quoi ton premier contact avec ces études ? Est-ce que tu les trouves conformes par rapport à ce qu'on t'a raconté ? Comment tu vis en tout cas cette première entrée en matière ? Franchement, ça a été parce que j'étais pas la première année, j'ai pas fait de l'alternance, honnêtement. Donc, j'avais vraiment largement le temps de pouvoir bosser mes cours. Et j'ai suivi le parcours standard avec, je crois que c'était 4 matières la première année. Mais voilà, donc j'ai fait vraiment en 3 ans mon DCG. Je voulais avoir la possibilité d'être un peu plus libre. Voilà, je sais que pour le bac, j'avais énormément travaillé, j'étais très stressée, etc. Et après, voilà, donc j'ai fait le parcours standard. Et après, c'était des matières que j'avais l'habitude, entre guillemets, à part la compta, de réviser, etc. Parce que voilà, il y avait de l'économie, il y avait de l'anglais. Bon, c'était des matières c'était pas différent, on va dire, de ce que j'avais déjà fait en classe, quoi. Et
Et justement, comment tu réussis cette année? Tu vois, tu es en initiale, Ouais. le DCG, c'est un taux de réussite de 40%, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Comment tu as fait pour valider du coup, cette première année? Comment tu t'y es pris? Parce que des gens qui peuvent Ouais. nous écouter, qui disent: «Ah bah tiens, j'aimerais peut-être, pourquoi pas faire le DCG?» et qui disent: «J'ai peur!» Mais, qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire justement par rapport à ton expérience? Moi, je trouve que le DCG, c'est vraiment que du travail. Je dirais pas ça pour le DSCG, mais je trouve vraiment, après, bon, c'est sur mon ressenti, mais j'ai l'impression que c'est vraiment des matières qu'on peut bosser, où il y a beaucoup de connaissances à acquérir, il y a des matières qu'on n'a jamais eues, etc. Donc, c'est vraiment, on révise pour plein de matières, même par exemple, on va parler du droit. Le droit, on apprend et bon, ça reste assez logique et on peut ressortir avec une note très correcte, quoi. Et moi, c'est vraiment parce que je travaille beaucoup. J'ai vraiment beaucoup révisé pour le DCG, quoi. OK, mais c'est quoi ton rythme de travail? C'est quoi ta routine et cetera, tu vois? Alors moi, Tu te rappelles? en fait, moi, j'étais dans une école où je pouvais choisir mes matières en fonction des jours. Donc, ce que Mmh. j'avais fait, c'est que j'avais fait 2 jours. Donc, je me rappelle, la première année, j'avais le lundi, le jeudi. Et du coup, après mardi, mercredi et vendredi, j'étais chez moi. Donc, à cette époque-là, je faisais pas de l'alternance. Donc, c'était, entre guillemets, beaucoup plus facile de réviser. En plus, moi, personnellement, j'ai toujours préféré réviser chez moi plutôt que, voilà, sortir à la bibliothèque ou même réviser à l'école. Donc, c'était, voilà, j'avais 3 jours pleins où je pouvais réviser, quoi. Et ça justement, ce côté, heu tu préfères réviser toute seule. Comment tu as appris à découvrir ça? Tu vois? Parce que des fois, on pourrait se dire: «Bah, tiens, je vais Ouais. sortir avec les copains, ça va être cool, comme ça on pourra réviser ensemble». Comment tu as réussi à identifier le meilleur moyen pour toi de réviser? Bah, je pense qu'il y a 2 trucs différents. Déjà, quand j'allais à la bibliothèque ou quand j'étais avec mes copines ou quand j'allais, voilà, dans des endroits où les gens révisaient, ça me déjà l'environnement me stressait. Ça veut dire, je voyais les gens réviser et j'étais en mode: «Mais ça me stresse, qu'est-ce qu'ils font?» et cetera. Et même, en fait, même de parler avec les gens, je sais que quand on va dans des bibliothèques ou quand on va dans des endroits où on sait qu'il y a des gens qu'on connaît, quoi qu'il arrive, il y a des moments où on va parler avec les gens, on va perdre trop de temps et donc ça m'allait pas du tout. Et après, je sais que quand j'étais en classe, j'étais pas à l'aise dans le sens où d'écouter une personne pendant 3 heures m'expliquer des choses, j'arrivais à comprendre qu'une fois que j'étais rentrée chez moi et que je faisais les exercices. C'est sûr que moi, je D'accord. sais que j'ai vraiment besoin de faire les exercices pour comprendre. Donc, c'est pour ça que je sais que je préférais bosser chez moi seule, quoi. OK. Ça, tu l'as vite identifié? Parce que tu dis que pour le bac, tu avais beaucoup travaillé, Ouais, tu étais assez stressé. ouais. Le DCG, est-ce que tu t'es dit: «Bah, je vais avoir, une vision, un peu différente pour attaquer mes études» ou en fait, ça a été à peu près le prolongement, la même manière de faire? Ouais, j'ai pas trouvé de différence entre mes... Parce qu'après, moi, j'étais très stressée de nature. Donc, ça veut OK. dire qu'en terminale, je bossais. Je suis arrivée en DCG, je bossais aussi. Ça veut dire que je révisais. Et enfin, c'était la même chose, sauf que voilà, on n'avait pas des profs qui nous suivaient beaucoup plus. Mmh. On est moins encadrés, quoi. OK, c'est intéressant. Alors ce que tu abordes sur la partie, du stress, tu vois? Il y a beaucoup d'étudiants et beaucoup de jeunes. Alors, il y a les études aussi qui le montrent, hein, tu vois? Avec les réseaux sociaux, la Ouais. comparaison excessive. Du coup, le niveau de stress, il peut, augmenter. Comment justement, toi, tu as fait pour, essayer d'atténuer ce stress? J'ai l'impression que tu as compensé Ouais, un peu par le travail, donc tu as c'est travaillé ça. un peu plus. Mais est-ce que tu avais d'autres, manières de faire pour, pouvoir Bah, être un peu plus, après, légère? moi, ça veut dire que j'étais stressée dans tous les cas. Mais ce que je faisais, c'est que le seul moyen qui me faisait un peu moins stresser, c'est de me dire que j'aurais fait mon possible. Et donc, du coup, Ah. je bossais le maximum et je m'étais dit, j'aurais pas pu faire plus dans tous les cas, quoi. OK, donc et c'est une bonne manière de faire. Au moins, tu auras pas de regrets et tu as Exactement. donné tous les moyens, possibles. OK, hyper clair. Du coup, c'est un bon message, en tout cas, pour des étudiants ou des personnes qui veulent se reconvertir dans les études en DCG ou DSCG, de se dire: «Bah, tiens, je comprends un peu mon manuel d'utilisation, je comprends à la fois mes failles, j'essaye en fonction de mes failles, bah, de trouver des solutions pour y remédier et puis, bah, du coup, bah, je vais pas là être en train de flâner en train de: «Non, c'est Ouais. dur, j'ai du boulot». Bah, non, tu taffes, quoi, tu Ouais, avances et tu te mets en mouvement. c'est un peu ça. En tout cas, ça a Hem, marché pour moi, quoi. OK, super. Quand tu es rentré en terminale, est-ce que tu avais une Ouais, vision pour ton parcours? Tu t'es dit, «Je veux un métier qui me donnera la possibilité d'être c'est indépendante, ça. mais quand même», est-ce que tu te dis: «Je veux devenir expert comptable, je veux m'installer, je veux travailler dans un Big Four, je veux travailler dans un petit cabinet». Est-ce que tu avais une traction ou une vision qui était assez claire où tu t'es dit: «Je sais pas trop»? Bah, j'ai encore le projet de devenir expert comptable. Ça veut dire que je m'étais pas dit, je vais m'arrêter, on verra, etc. C'est-à-dire que dès le début, je m'étais dit, faut pas que je m'arrête parce que c'est vraiment des études longues. À un moment donné, on se dit, c'est dur, c'est long. Après, quand on travaille, c'est encore plus compliqué. Donc, forcément, mais je m'étais dit que dans ma tête, faut que je me dise, quoi qu'il arrive, j'ai pour projet de faire ça. J'espère que ça arrivera, mais pas avoir un état d'esprit où je m'étais dit, on verra plus tard si j'ai envie. OK, je vois. Tu fais année 1 et 2 en initiale et puis, tu le dis, «Je vais faire l'année 3 de DCG en alternance». Alors Ouais. pourquoi avoir switché et pourquoi avoir changé? Bah alors,
comme j'ai beaucoup travaillé du coup les 2 premières années, j'avais réussi à avoir des bonnes notes, donc j'avais des points d'avance. Donc je savais que même si je révisais entre guillemets un peu moins, je serais un peu moins stressée par rapport aux notes, etc. Et après, je m'étais dit que je veux pas rentrer en DSCG sans avoir eu d'expérience, parce qu'au final, je sais que l'expérience dans ce métier, ça fait tout. Et je voulais pas être la personne qui, après, voilà, enfin. Moi, personnellement, je voulais pas être la personne qui arrive dans une entreprise avec son DSCG qui ne sait rien, enfin, qui a pas eu d'expérience, quoi. Parce qu'au final, on arrive, il y a des gens qui sont en alternance depuis le DCG 1, et du coup, ils sont plus jeunes que toi, ils savent beaucoup plus que toi. Enfin, ça peut être un peu déstabilisant comme position, quoi. Je vois, hyper clair. Donc, tu t'es dit, alors là, tu avais un avantage, parce que comme tu as bien travaillé année 1 et 2, en fait, tu avais cette flexibilité de choisir l'orientation qui permettait de répondre à ton besoin à long terme. Donc ça, c'est intéressant. Comme j'avais des points d'avance, même si je me rate, Ouais. du coup, ça va quand même le faire, je validerai quand même mon Surtout diplôme. que j'avais pris, la dernière année, j'avais que 3 matières, parce que du coup, il me semble que je sais plus en quelle année j'avais pris plus de matières. Donc je m'étais dit, voilà, entre guillemets, je charbonne, quoi, les 2 premières années pour avoir cette possibilité. Enfin, j'avais pas réfléchi ça dès le début, hein, mais ça veut dire que je m'étais dit, au moins, voilà, maintenant je sais que j'ai eu des points d'avance, que j'ai charbonné, etc. Il me reste entre guillemets que 3 matières. Donc j'avais entre guillemets plus de liberté, de flexibilité sur ça, quoi. Je trouve ça intéressant d'avoir fait ça. Alors moi, à titre perso aussi, j'ai fait ça. Ça veut dire que Ouais. année 1 et 2 DCG, du coup, j'ai bien travaillé. Donc du coup, finalement, l'année 3, il me fallait, je crois, 7 partout aux 3 dernières matières. Et donc j'ai trouvé j'ai arrêté. Ouais. Et du coup, j'ai passé par contre. Alors moi, je n'ai pas fait l'alternance. J'ai travaillé directement. Et donc, j'ai Ok. fait la 3e année en candidat Ok. libre. Mais du coup, ce que cette expérience professionnelle te donne pour la suite, elle est hyper intéressante parce que ça te permet vraiment de gagner du temps et commencer à rentrer dans l'univers du cabinet. Et c'est là où tu rejoins un petit cabinet. Alors, pourquoi avoir rejoint ce petit cabinet? Est-ce que c'est juste par une circonstance? Ouais. Pourquoi tu l'as rejoint celui-ci? Franchement, c'était vraiment par une circonstance. J'avais vu un post. Qui proposait cet emploi. J'ai été à l'entretien, j'ai matché avec l'expert, le directeur, l'expert comptable, quoi. Et après, l'ambiance. Ah, comment ça s'est passé l'entretien? Je serais curieux de le savoir. Ouais, franchement, c'était assez détente. Quand j'ai été, il m'a expliqué un peu la vision du cabinet. Il m'a expliqué, je lui avais dit que voilà, moi je faisais mes études à côté, etc., que c'était aussi très important pour moi. Parce que je voulais pas du tout être la personne qui met ses études de côté au détriment du travail. Ok. Parce que pour moi, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. On se tue aux études. C'est pas pour justement te dire, bon, voilà. Faut savoir arbitrer. C'est pour ça que dès le début, voilà, je lui avais dit, moi, je suis encore en alternance. Je suis très motivée, voilà, pour travailler, etc. Et je lui avais expliqué, voilà, que c'était ma première expérience. Ça veut dire que de la saisie, je ne savais pas en faire. J'avais les connaissances débit crédit de mes cours, quoi. Ok. Et du coup, après, il était assez... ça l'a pas dérangé de me donner direct des responsabilités, etc. Donc ça, c'était plutôt cool. Alors attends, donc ça veut dire que si je reprends un peu cette expérience, c'est que tu montres toi ton cadre aussi. Tu dis, je veux bien venir, mais je veux pas venir au détriment de mes études. Donc ça veut dire que quand même, tu montres aussi ta position. Alors pourquoi je te pose cette question? C'est que, tu vois, on pourrait se dire, comme c'est mon premier job, Ouais. ma première expérience, du coup, je vais dire oui à tout. En fait, toi, t'as pas dit oui à tout. Tu dis, le cadre, c'est le suivant, c'est que je veux pas mettre mes études à la poubelle, donc je vais pas privilégier l'un plutôt que l'autre. Tu vas viser l'équilibre. Et fais gaffe, Coco, moi, j'ai pas l'expérience. Donc, en tout cas, je m'écarte sur table. Et du coup, en fait, lui, il t'a quand même donné ta chance. Oui, c'est ça. Et après, moi, je suis je suis très honnête. Ça veut dire que j'ai été à l'entretien. Je voulais pas mentir sur mon profil et dire que je sais faire plein de choses alors que je ne savais littéralement rien faire. Mais c'était vraiment, je voulais pas, je voulais vraiment être honnête avec lui en lui disant, voilà, moi, je suis très motivée dans le sens où il y a aucune fois où, comme j'avais un examen ou un truc comme ça, j'ai pas fait mes TVA, par exemple. C'est-à-dire que je m'organisais comme je pouvais. Mais voilà, c'était juste qu'il fallait qu'il adapte la charge de travail en sachant que j'étais là que 3 jours et que les heures supplémentaires, je pouvais pas les faire forcément parce que j'avais mes études, fallait que je révise, etc., quoi. Ok, hyper clair. Qu'est-ce que tu apprends pendant cette expérience? Donc, tu fais première année de DCG, ensuite, tu fais DSCG dans le même cabinet? Oui, c'est ça, tout à fait. Ok. Tu dis, il me donne des responsabilités rapidement. Pourquoi a-t-il fait ça? Et qu'est-ce qui t'a donné comme responsabilité que tu n'avais pas juste au début? C'est-à-dire que quand je suis arrivée, il m'a formée donc à la saisie, etc. Et après, rapidement, j'ai eu un portefeuille client et c'est moi qui ai appelé les clients, etc. Après, moi, j'ai adoré le fait que j'ai pu avoir une certaine autonomie parce que ça m'a appris énormément de choses. Il y a plein de fois où je cherchais par moi-même. Donc, j'avais cette proximité en plus avec l'expert comptable. Et donc, Vous étiez combien à l'intérieur? alors, au tout début, on était 3. Ok. Avec lui? Avec lui. Ok. Et après, il y avait 2-3 personnes qui sont arrivées. Ok. C'était un cabinet familial. Et du coup, j'avais cette autonomie rapidement. Et honnêtement, ça m'a appris toutes mes bases.
C'est-à-dire que j'ai appris la saisie, j'ai appris comment parler à un client, avoir une certaine... Enfin, bon, je ne l'ai pas forcément encore trop aujourd'hui, mais avoir une petite carapace par rapport aux clients, savoir que faut pas forcément prendre tout à cœur, il faut savoir les prendre, les clients, voilà. Et moi, je sais qu'avant, j'avais du mal à parler en public. J'avais du mal à être au téléphone. Voilà. Voilà, t'as des milliers de personnes qui vont t'écouter. Hein. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais au téléphone pour appeler une pizza, c'était une panique totale. Et du coup, ça m'a permis d'être un peu plus... de souffler un peu plus par rapport à ça, quoi. Hyper intéressant. Du coup, ça t'a pas fait peur, toi, de rentrer dans une petite organisation? Tu sais, tu t'es dit, c'est peut-être pas structuré, je vais avoir le boss en face de moi toute la journée. Comment tu l'as vécu, ça? Honnêtement, ça m'a... j'ai pas, dès le début, pensé, entre guillemets, long terme. Je voyais que ça me convenait, que j'apprenais beaucoup de choses. Je savais que de base, j'avais vraiment zéro pratique. Donc, c'était vraiment une très bonne expérience pour moi. Ok, hyper clair. Raconte-moi, d'un point de vue opérationnel, concrètement, tu avais un portefeuille de combien de clients et est-ce qu'il y a des missions qui t'ont particulièrement marqué ou particulièrement fait progresser? Franchement, je pense que la plus grosse marge de progression que j'ai eue, c'est de savoir gérer, de savoir que tu as des deadlines en compta, c'est essentiel, que tu as des clients, qu'il faut savoir être... de ne pas se démonter devant un client, mais donc avoir confiance en soi, mais aussi savoir que il y a le client en face de toi, il y a la société, il y a plein de spécificités dans chaque dossier. Et en fait, c'est plutôt la vision globale, le fait de me dire, je connaissais rien et je suis arrivée à un stade où j'ai un portefeuille client, j'avais environ, je crois, une trentaine de clients. C'est moi qui faisais de A à Z. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de dématérialisation quand je venais d'arriver. Donc, je faisais la saisie, je faisais les banques, je faisais tout. Donc, au final, ça m'a permis d'avoir, entre guillemets, des bases solides, quoi. Tu dis à un moment donné, au cours de la discussion... j'ai appris à avoir une carapace. Bon, je travaille encore un peu dessus. Ouais. Raconte-nous, c'est quoi le vrai lien entre un collaborateur face à un entrepreneur? C'est quoi un peu les éléments sur lesquels on doit faire attention, on doit être vigilant? Parce que tu vois, on ne prend pas les entrepreneurs de la même manière les uns avec les autres. Si tu peux nous faire un petit retour d'expérience justement à ce sujet. Après, il faut déjà partir du principe que tous les clients sont différents. Il y en a qui vont être très sympathiques et le jour au lendemain, tu sais pas pourquoi, ils vont mal se lever et du coup, ils vont être un peu désagréables. Il y en a qui vont être juste froids de nature. Vraiment, chaque profil va être différent. C'est juste que, selon le profil de client que tu as, il faut savoir s'adapter, mais il faut toujours rester, entre guillemets, juste dans son travail et ne pas forcément penser... Il faut toujours avoir un dialogue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, très souvent, les clients, ils vont m'appeler, par exemple, pour avoir des conseils. Ils vont pas forcément appeler le manager ou l'expert comptable parce que justement, on va créer une relation encore plus profonde qui va faire que dès qu'ils ont un petit souci, même administratif, ils peuvent nous appeler, quoi. Ok, hyper clair. Hyper intéressant. C'est vrai qu'on sous-estime quand même ce pan du métier, de se dire que en fait, tu es face à des humains, quoi, toute la journée. Toi, tu es là dans ton ordi avec des liasses ou des chiffres, mais en fait, derrière ça, il y a une personne qui a finalement raconté cette histoire avec son opérationnel. Et peut-être que en fait, la personne que tu as eue, tout allait bien, et puis je sais pas, il y a son fils, sa fille, ou sa femme, ou son mari qui lui a cassé la tête, et du coup, là, la première personne qui prend, au fait, tiens, t'as un acompte de TVA à payer de X milliers d'euros. Ouais, non, c'est sûr. Ok. Hyper clair. Et donc, sur les dossiers que tu avais à traiter, c'était quoi les typologies de dossiers que tu gérais? Honnêtement, j'avais un peu de tout. J'avais des avocats, j'avais des restaurants, des salons de coiffure. Vraiment, j'avais des sociétés de travaux. Donc, j'ai eu justement la panoplie de plein de clients différents. Et comme c'était en général des petites entreprises, j'étais en contact direct avec les clients et j'ai su un peu comment un entrepreneur, il gère son entreprise, quoi. Et j'ai commencé à comprendre à quel point c'est important d'avoir, entre guillemets, une compta carrée, quoi. Pour toi, avec ta lecture actuelle, tu as eu cette expérience en alternance, on va naturellement aborder le fait que tu es mémorialiste aujourd'hui dans un cabinet où il y a plus de 120 collaborateurs, où tu es aussi... où tu as des responsabilités, où tu as des personnes sous ta responsabilité. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi comment tu as évolué. Mais avant de passer à cette étape, forcément, j'ai oublié ma question, naturellement. à force de l'introduire, ma question, je l'ai oubliée. On coupe pas cette partie-là. Oui. Avec ta lecture maintenant actuelle. Oui, parce que c'est ça que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, je comprends pourquoi c'est important d'avoir une compta carrée.
En quoi avoir une compta carré, c'est utile pour un entrepreneur? Et pourquoi je te pose cette question, Levana, c'est que un entrepreneur, lui, il voit même pas la valeur Mhm. de ce truc-là. Pour quelle raison il devrait avoir une compta carré? En quoi ça lui serait utile? Bah, honnêtement, je pense que cette dernière année dans le nouveau cabinet où je suis, j'ai vraiment compris l'importance de rendre de l'information aux clients parce que ça peut leur faire prendre telle décision ou une autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va dire à un client, ta masse salariale, elle est beaucoup trop élevée, qu'est-ce qui se passe? Il va peut-être se dire, ah, comment ça se fait? J'ai trop embauché. Enfin voilà, il va vraiment prendre le temps de te dire, il faut que je regarde aussi les chiffres. Ça veut dire que nous, on essaye voilà, de donner le plus rapidement possible de l'information, de les aider au maximum. Et au final, moi, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant parce que c'est sympathique 5 minutes de saisir ou voilà, de faire des bilans. Enfin, voilà. Mais je trouve que ce qui est encore plus valorisant, c'est quand tu te dis, voilà, j'ai aidé ce client, je l'ai boosté, je lui ai donné des conseils, j'ai fait de l'optimisation fiscale. Enfin, personnellement, c'est ce qui fait que je trouve ça beaucoup plus intéressant, quoi. Tu voyais ce pan du métier au début de ton expérience en alternance? Honnêtement, pas trop. Je l'ai vraiment vu cette dernière année. Après, selon les clients que j'ai eus, Ouais, la bien sûr. façon de travailler aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, il y a on a des logiciels exprès pour que les clients ils puissent regarder en temps réel leur compta. Donc, c'est plus la vision du cabinet où je suis maintenant qui m'a plus montré à quel point c'était majeur enfin même que le client nous donne les pièces, etc., mais très rapidement pour qu'on puisse justement lui rendre les informations le plus rapidement et le plus clair possible, quoi. Hyper clair. Levana, donc tu fais cette expérience en alternance. Pourquoi tu pars? Et pourquoi tu décides de voir autre part? Ok, bah honnêtement, je suis partie en très bon terme. J'étais vraiment bien. J'étais à l'aise, j'avais l'habitude. J'étais même voilà l'ambiance, etc. C'était top parce que c'était ma première expérience. Donc forcément, sentimentalement, c'était un peu bizarre de Tu le partir. gardes dans ta tête, quoi. Et dans ton cœur, C'est c'est ma première normal. expérience. C'est la première personne qui m'a donné ma chance au final et qui assume, enfin, qui m'a donné les bases au final. Mhm. Et après, voilà, j'ai appris énormément de choses, etc. Mais je pense que j'avais besoin d'apprendre autre chose. C'est-à-dire que je tournais un petit peu en rond. Et moi, personnellement, j'adore la fiscalité, j'adore enfin, les montages, etc. Et je savais que j'allais pas pouvoir aller plus loin dans ce cabinet-là parce que, voilà, il était trop petit, entre guillemets. Même si je pense que dans les petits cabinets, hein, forcément, on peut le faire. Mais on va dire que j'avais besoin de changement et de pouvoir apprendre d'autres choses. C'est-à-dire que j'avais vraiment besoin de voir plein de thèmes différents, plein d'autres choses, quoi. Alors, ça, je pense que c'est hyper normal hein, dans la vie d'une personne de vouloir aussi apprendre et progresser. Je reviens là-dessus. Pourquoi je t'embête un peu sur la partie petit cabinet? C'est quand même, je vois quand même que là, on est dans une phase avec l'IA, avec Ouais. la digitalisation de la fonction compta. Moi, je me rappelle, à l'époque, je faisais de la compta, je reçois le classeur et la boîte à chaussures et on y va, quoi. Ouais. Sauf que ça, ça marche plus maintenant. Si Ouais. tu peux complètement scratcher ça. Du coup, la production de la comptabilité, il y en a de moins en moins. Est-ce que au sein du cabinet, tu sentais qu'il n'y avait pas ce... Alors, c'était peut-être il y a un moment en arrière, donc peut-être que dans l'esprit, c'était moins urgent de se dire, bah, tu vas faire des Ouais. missions de conseil, des missions additionnelles. Mais c'était un peu une routine où on faisait la compta et puis on faisait bien le travail. Hein. Ouais. Mais du coup, il n'y avait pas cette volonté ou pas cette vision encore de vouloir aller chercher autre chose justement pour faire face à cette nouvelle vague qui arrive. Bah, on avait la dématérialisation pour commencer à faire de plus en plus, etc. Mais après, voilà, il y avait des clients qui râlaient, qui voulaient pas, qui déposaient absolument en papier, etc. Mais après, c'est vrai que je pense que C'est intéressant. c'était pas peut-être pas forcément la même vision que ce que j'ai aujourd'hui dans ce cabinet avec les experts comptables, etc. Je pense qu'aussi, ça a aussi comme un caractère, quoi. Et je pense que c'était il y a plusieurs années. Donc maintenant, peut-être forcément, la vision de ce cabinet, elle a changé aussi, quoi. Mais d'ailleurs, c'est vrai que, en fait, pour passer de tout dématérialisation, comptabilité en temps réel, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'entrepreneur, il doit faire ses devoirs. Et donc, il doit envoyer les documents. Tu dis, les clients, ils râlaient quand ils voyaient la digitalisation. C'est quoi ton retour d'expérience, du coup? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont peur, ça leur prend la tête, ils ne savent pas faire. C'est juste qu'ils avaient la flemme de tout scanner, ils n'avaient pas le temps, ils se disaient, bah, c'est votre travail. Enfin, c'était vraiment juste... par flemme, il n'y a pas d'autre mot. Même si on leur disait voilà, que c'était plus rapide, même que pour nous, c'était beaucoup plus facile. Même, voilà, je me rappelle quand j'étais avec le petit appareil pour enlever les agrafes, etc.
ça nous prenait du temps forcément. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des cabinets qui, quand les clients ils sont encore sous papier, ils vont leur faire payer un supplément, quoi. Ouais, je vois. Je pense. Ok, moi c'est une bonne la taxation à l'amende, quoi. Je je te pense jure. parce qu'au final, ça prend beaucoup de temps de scanner, etc. Alors que voilà, aujourd'hui, il y a des applications. Nous, on a une application, il prend en photo et ça va dans notre compta, dans notre logiciel comptable. Donc forcément, même les petits tickets, etc., on les perd beaucoup moins. Hyper clair. Du coup, tu valides ton DSCG. Ouais. Le DSCG en alternance, alors tu dis c'est quand même différent par rapport au DCG. C'était quoi pour toi la différence majeure? Alors, je trouve qu'il y a vraiment un gap au niveau de la difficulté dans le diplôme. Il y a plus de réflexion et il y a plus de notions compliquées, je trouve. Après, c'est pas forcément très semblable à ce qu'on va faire en cabinet, etc. Mais après, voilà, c'est des notions, on sait qu'on les retrouvera en deck, quoi. Et je trouve que la difficulté, elle était même dans les examens, etc. On sentait que c'était pas la même chose, quoi. Ok. En fait, on sentait que c'était pas forcément que du travail. Fallait beaucoup plus réfléchir de ce que j'ai ressenti, quoi. Ok. Tu valides ton DSCG et là tu vas dans un autre cabinet qui s'appelle CK. Ouais. Donc, alors, raconte-moi la rencontre avec CK. Comment tu les trouves? Comment tu fais des entretiens? Qu'est-ce qui se passe? Tu rencontres qui? Comment ça se matérialise? Ça s'est fait entre guillemets assez rapidement parce que moi j'avais donc dans ma tête l'idée de me dire faudrait que je change à un moment donné. Je savais que j'allais devoir changer de cabinet à un moment donné parce que voilà, fallait une autre expérience. Je suis pas partisan du turnover tout le temps constant, etc. parce que je trouve qu'au final on n'apprend pas en profondeur les choses. Mais je savais que j'avais envie d'aller dans un cabinet un peu plus grand, même vraiment au niveau de la taille des personnes, parce qu'au final, c'est agréable aussi d'aller dans un cabinet où tu vois plein de gens, tu parles à beaucoup de personnes carrément. différentes, tu apprends plein de choses, etc. Et en fait, sur LinkedIn, donc il y a le DRH actuel qui m'a contacté, il m'avait envoyé un message, et je me suis dit, en fait, why not? C'est peut-être le moment. Il m'a envoyé un message, je l'ai au téléphone, j'ai grave accroché avec lui. Il a été hyper clair aussi sur la présentation du cabinet, etc. Et je crois qu'il m'avait envoyé un message qui devait être en juin ou quelque chose comme ça. Et après, j'avais commencé novembre d'après parce que je m'étais laissé une pause par rapport aux examens. Ça veut dire que voilà, je lui avais dit, voilà, je vais avoir mes examens, je vais faire une rupture conventionnelle avec mon cabinet maintenant, etc. Il faut que je puisse avoir le temps de réviser mes examens. C'était essentiel pour moi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas travaillé septembre-octobre. Je suis arrivée au cabinet en novembre. Et j'avais fait l'entretien, donc j'avais fait plusieurs entretiens, j'en avais fait en visio et après en physique. Et après, le cadre, la façon de travailler, etc., ça m'avait tout de suite plu, quoi. Ok, donc c'est quoi à quoi ils ressemblent les entretiens? Tu fais un entretien avec Jérémy, donc Ouais, qui est le DRH de chez CK, que je salue aussi au passage. Donc là, c'est quoi son travail à lui? J'aimerais aussi qu'on comprenne que, parce que ça fait quand même des années qu'il est dans le métier, il maîtrise bien l'écosystème comptable et financier. Comment il te présente les choses? Il te dit quoi? Parce que là aussi, le but, c'est permettre à des candidats qui se disent, bah tiens, si demain je veux travailler chez CK, ou alors comment ça devrait se passer normalement dans les choses carrées. À quoi ressemble cette première étape et ce premier point de contact avec lui? Déjà, quand il m'appelle, il faut savoir que Jérém, il est hyper agréable au téléphone. En vrai, quoi, mais ça veut dire que il te laisse parler, tu as le temps de lui présenter ce que tu as besoin, tu lui expliques ta situation actuelle. Vraiment, il prend en compte tous les paramètres. Ça veut dire que s'il pense que tu n'es pas fait pour tel ou tel cabinet, c'est pas parce que voilà, ils sont en recherche, etc., qu'il va te placer dans ce cabinet-là. C'est-à-dire qu'il prend le temps de t'écouter, de savoir ce que tu fais actuellement, ce que tu as besoin, etc. Et après, bien sûr, il te présente la vision de ses cas. Il te présente le cabinet de façon vraiment très honnête. Il n'y a pas une fois où je me suis dit « Ah, il m'avait pas dit ça, Jérém, quand je suis venue, etc. » Donc, c'est vraiment très honnête. Et après, de présenter un cabinet assez novateur, un cabinet qui est assez flexible, même la façon de travailler, etc. Donc forcément, j'ai tout de suite, je me suis dit, peut-être qu'on va réfléchir, quoi. T'as vu quelque chose de différent par rapport à ce que tu avais? Ouais, c'est aussi. ça. Alors ça, c'est important. Je pense que alors ça, c'est plutôt focus pour les cabinets qui nous écoutent, de se dire, si on veut aussi attirer les bons candidats, c'est aussi leur montrer quelque chose de différent que ce qu'ils ont actuellement pour pouvoir les projeter dans quelque chose qui soit meilleur aussi. Donc toi, tu voyais qu'en intégrant ces cas, tu avais quelque chose qui était différent par rapport à ton expérience précédente. C'est sûr, déjà, la taille du cabinet, moi, j'avais vraiment comme objectif d'intégrer, pas forcément 220 collaborateurs, hein, mais au moins un cabinet plus grand où je sais que j'aurai beaucoup plus de collègues, beaucoup plus de dossiers différents, on va dire. Ok.
Et du coup, après, c'est quoi l'étape d'après? Parce que tu Ouais. vois gérer, mais donc c'est OK. Tu rencontres qui? Un manager? Un manager. Donc moi, j'avais rencontré des managers. Donc en fait, il faut savoir que on a plusieurs équipes, etc. Donc c'est en fonction des besoins, etc. Donc j'avais rencontré un manager et bon, voilà, au final, comme je commençais en novembre et que c'était pas, enfin le timing n'était pas parfait, j'avais rencontré un autre manager avec qui, pareil, ça s'était très très bien passé. Et il te pose quoi comme question là, à ce moment-là? Parce que là, Quand je fais l'entretien, bah déjà j'ai fait un entretien physique. Donc Ok. comme on sait que que le local il est sympa, etc. Bon voilà, faut savoir que chez CK il y a un baby foot, il y a un billard, donc il y a plein de trucs qui font que t'es à l'aise quoi. Et donc il m'a posé plein de questions sur mon parcours. Il m'a surtout posé pourquoi je veux changer, parce qu'au final je pense que c'est la question la plus importante. Et après voilà, je lui ai dit que moi je savais pas tout faire clairement, mais que mon but c'était justement de savoir faire le plus de choses possible. Donc en fait, à ce d'apprendre. moment-là, quand tu es arrivé, tu étais, on va dire, une bonne généraliste sur des dossiers assez, entre guillemets, Ouais. simples. Alors, c'est pas, Ouais, c'est ouais, pas, non, c'est c'est sûr. pas péjoratif, mais du coup, tu avais tout vu de A à Ouais. Z sur plusieurs typologies. Et que là, tu t'es dit, bah, je vais intégrer ce cabinet et mon besoin, c'est peut-être de aller plus taper. Tu parlais de la fiscale tout à Ouais. l'heure. Ça, c'est ce que tu as exprimé en entretien ou pas forcément? Ouais, bah si, je pense que je l'avais dit. En fait, moi, j'avais, on va dire, les notions basiques. Voilà, on me donnait un petit portefeuille, etc. Je savais le gérer, même au niveau de l'organisation, voilà, des deadlines ou que ce soit voilà, parler aux clients, etc. Je pense que je suis arrivée, j'étais plus en mode comptable junior. Ok. C'est-à-dire que je savais faire le basique, mais qu'au niveau des notions spécifiques, des difficultés supplémentaires, je savais que j'étais pas au top. Forcément, bien sûr, je me renseignais, je regardais de temps en temps des vidéos, voilà, je lisais des petits trucs, etc. Mais voilà, je savais que moi, ma volonté de venir, c'est si on allait m'apprendre des choses. Donc voilà, je voulais vraiment avancer et vraiment, je sais qu'aujourd'hui, dans le métier d'expert comptable, ce qui fait toute la différence, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'un très bon, une personne qui est très, très forte à l'école, etc., elle va pas forcément être très douée en pratique, on va dire. Et je sais que c'est l'expérience qui change la donne, quoi. Carrément. Donc, tu rencontres ce manager, donc tu lui exprimes tes besoins. Lui, il te pose quoi comme question? Est-ce qu'il a une vision ou est-ce qu'il va te mettre dans le cabinet? Est-ce que tu sais concrètement, c'est quoi ta roadmap sur, je sais pas moi, le premier mois, les 3 prochains mois? Est-ce que tu sais quelle équipe tu vas intégrer? Est-ce que c'est suffisamment clair pour toi? Et comment ça se passe en fait? Ouais, parce qu'en fait, c'est hyper bien structuré. Ça veut dire que tu as les experts comptables, tu as des managers, tu as les chefs de mission. Donc, c'est vraiment assez structuré. Donc, ça veut dire que tu te sens pas perdu. Donc, moi, je savais que dès que j'allais arriver, j'allais être dans cette équipe-là. On m'a présenté les personnes qui étaient dans mon équipe. Donc, j'ai fait l'entretien avec la personne qui est responsable de moi. Donc, forcément, c'était très clair. Honnêtement, c'était très clair. Ok. Donc là, tu rentres quand même pour faire ton stage DEC. Ouais. Donc c'est ça aussi le but. Et le but, c'est que tu sois diplômé à la fin. Donc là, ça fait 1 an. Raconte-moi toutes les étapes là, que tu as franchies pour qu'on puisse aussi comprendre ça a été quoi ton aventure et ton histoire. Ok, bon, du coup, donc là, ça va faire 1 an que je suis en stage, que j'ai commencé en janvier dernier. Alors, il faut savoir que l'inscription DEC, c'est beaucoup, beaucoup de paperasse. Ça veut dire que là, maintenant, c'est dématérialisé, etc. Mais c'est vraiment beaucoup de paperasse. Mais voilà, on s'inscrit, il y a une commission, etc. Mais voilà, à partir du moment où tu rentres en stage, tu as des formations. Donc, tu as des formations avec un groupe qui sera le même pendant les 3 ans. Donc, tu auras le même maître de stage, etc. Et après, tu auras des formations supplémentaires avec plein de personnes différentes. Et voilà, en général, tu en as au début de l'année, tu n'en as pas pendant la période fiscale. Et tu en as, je crois, 2 en général par mois, quoi, au début de l'année. Ok. Et c'est quoi les formations que tu fais? T'en prends quoi? En fait, c'est sur plein de sujets différents. Et je trouve ça quand même hyper utile parce que déjà, bon, voilà, je trouve que c'est quand même essentiel quand on fait venir des entre guillemets, futurs experts comptables qui sachent, voilà, les normes, qui sachent comment aussi ça se passe, ça devrait se passer, on va dire, et aussi de pouvoir rencontrer des gens. Ça veut dire que ça nous fait un bon réseau, d'apprendre comment les autres cabinets fonctionnent, parce que forcément, il y a beaucoup d'ateliers où tu vas discuter avec les autres stagiaires experts comptables, et du coup, ça t'ouvre une autre perspective du métier. Hyper clair. Ouais, ça veut dire qu'en fait, tu vas aller puiser un peu de la complémentarité et de leur expérience à eux, que tu peux voir aussi comment ça se passe ailleurs, des choses qui sont bien ou moins bien. Exactement. Ok. Et vous êtes combien par promo? Alors, par promo, je ne saurais pas te dire, mais je sais que, par exemple, moi, dans mon groupe, on est une quinzaine à peu près. Ok. Donc, c'est un groupe restreint, et donc, du coup, tu as vraiment la possibilité de parler directement à ton maître de stage, mais aussi de discuter entre nous, genre, et du coup, de pouvoir discuter vraiment, d'avoir le temps de se connaître, quoi. Et pour ceux qui ne savent pas, maître de stage, Ah oui. comment il est nommé, lui, maître de stage? D'où il sort?
C'est quoi ton intervention et ton interaction avec lui, ton interaction plutôt avec lui ou avec elle? Raconte-nous un peu. En fait, il faut savoir qu'au niveau administratif, on a une personne qui s'occupe de notre dossier administratif, qui est vraiment attitré, et un maître de stage. Et en fait, le maître de stage, c'est la personne qui va t'accompagner tout au long de ton stage. C'est la personne à qui tu vas pouvoir poser toutes tes questions, même pour le mémoire, qui va t'aider à trouver ton sujet, etc. Et même, qui va te dispenser les formations. Ça veut dire qu'on est en classe, comme un peu à l'école, et du coup, elle nous fait la formation, quoi. Et donc, c'est la même personne que tu gardes tout au long des 3 ans du stage, quoi. Ok. Et la différence par rapport à un prof, comment tu la vois, cette personne? C'est pas la même approche. C'est-à-dire qu'un prof, il va t'apprendre des choses, etc. Mais là, c'est vraiment aussi t'accompagner sur la façon sur le métier, en fait. Parce que, par exemple, moi, personnellement, mon maître de stage, elle est aussi experte comptable. Et donc, du coup, tu as aussi une vision pratique et de se dire, voilà, c'est une personne qui est expert comptable. Elle fait aussi des formations, donc elle a aussi cette envie de donner, de fournir des connaissances. Et après, c'est hyper intéressant de pouvoir discuter avec elle, de savoir ce qu'elle a fait, son parcours aussi, quoi. Quand tu t'es inscrite en tant que mémorialiste, ça t'a fait quoi comme émotion? Vraiment, j'étais tellement heureuse. Je m'étais dit, en fait, ça y est. J'ai eu mon diplôme, mes 2 diplômes, du coup. Et je m'étais dit, ça y est, j'avance, en fait. Et à chaque fois que je vais à des formations, je me dis, j'avance un peu plus vers, entre guillemets, le Graal, l'expertise comptable, quoi. Et je me dis, en fait, au fur et à mesure, que, voilà, c'est faisable, en fait. C'est plus j'ai une vision un peu plus optimiste de ce diplôme-là, quoi. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand tu rentres en année 1 DCG, tu dis purée, 8 ans, quoi. 8 ans. Sauf que, en fait, là où c'est marrant, c'est que tu as quand même des paliers qui te disent, bah tiens, en fait, t'avances. Et là, tu emploies un mot et tu dis, bah, même quand je vais en formation, j'ai le sentiment d'avancer. Donc oui, c'est un truc que tu kills au fur et à mesure sur le chemin, quoi. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'on sait qu'il y a plein d'étapes. Et chaque étape, c'est un soulagement parce que tu te dis, bon, ça y est, ça c'est fait. On va à l'étape suivante, on va à l'étape suivante. Donc c'est vraiment... Moi, perso, ça m'a soulagée. Et en fait, j'étais fière de moi de me dire, j'ai rien lâché, quoi. Et est-ce que tu es heureuse, du coup, de tout ce que tu as accompli? Comment tu ressens, toi, ton expérience que tu as eue jusqu'à maintenant? On n'est pas le bon juge, hein, des fois, mais c'est quoi ton sentiment, tu vois? Non, quand je sais que j'ai eu mon diplôme, etc., même quand je suis rentrée en stage, j'étais fière de moi en me disant, ça y est, je rentre dans la cour des grands, quoi. Trop bien. Alors, repartons un peu sur... et d'ailleurs... ton environnement familial, comment il voit ça? Parce que alors, au début, tu as dit que c'était une copine de ta sœur qui t'avait parlé de ça. Est-ce que tu gardes encore des liens avec cette personne ou plus du tout? Oui, en fait, c'est encore une copine à ma sœur, etc. En fait, c'était plusieurs amis à ma sœur, donc voilà. Mais ça veut dire que voilà, aujourd'hui, je pense qu'ils sont fiers de moi, quoi. Trop chouette. Donc, mémorialiste. Aujourd'hui, tu as 2 alternants sous ta responsabilité. Est-ce qu'on te les a donnés directement quand tu es arrivé? Comment ça s'est passé, cette transition, au moment où tu rentres chez CK et au moment où tu as ces 2 personnes sous ta responsabilité? Alors, ça s'est fait en 2 temps. Moi, je suis arrivée en novembre et je crois que, en fait, par rapport au dossier, c'est-à-dire que mon manager, il a été lucide sur le fait de se dire, voilà, il y a ce type de dossier, on avait beaucoup de dossiers qui arrivaient, etc. Forcément, elle va avoir, entre guillemets, besoin d'aide. Donc, je crois à peine quelques mois après, il y a une première alternante qui est venue travailler avec moi. Et là, du coup, depuis cette année, donc 1 an plus tard, comme il y a d'autres dossiers qui arrivent, etc., que du coup, mon portefeuille il s'étoffe, du coup, il y a un autre alternant qui est venu m'aider, quoi. Alors, t'aider, donc ça veut dire quoi? Concrètement, comment ça se passe d'un point de vue opérationnel? Est-ce que toi, tu fais les dossiers? Est-ce que toi, tu lui donnes une partie du travail? Est-ce que toi, tu révises les comptes? Comment ça fonctionne? En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que chacun, je leur ai donné j'ai partagé, en fait, mon portefeuille en 2, mais ça veut dire que c'est moi qui fais la plus grosse partie de l'opérationnel, et c'est plus qu'ils vont m'aider dans plein de tâches sur ces dossiers-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est encore moi qui ai le contact direct avec le client, quoi. Ok, donc ça veut dire que toi, en fait, ton travail, c'est tu réalises la partie opérationnelle du dossier, et tu sens que il y a peut-être des éléments, je sais pas moi, le code des impôts, la DSN qui craque, ou j'en sais un peu importe, ce genre de sujet. Là, tu vas aller dispatcher finalement les tâches pour que collectivement, vous puissiez atteindre l'objectif c'est-à-dire que vraiment, ils sont vraiment là en support sur plein de tâches. C'est-à-dire que ils vont m'aider. Moi, par exemple, je sais que je suis très souvent en contact avec le client. Et donc, des fois, il y a des clients qui peuvent t'appeler, que ça va durer longtemps, etc. Donc, forcément, moi perso, je trouve ça hyper intéressant d'être toujours en contact avec le client. Mais forcément, ça te fait
enfin, ça fait partie d'une grosse partie de mon temps, quoi. Et donc, du coup, eux, ça va vraiment être un support. Donc, ils vont chacun avoir leur portefeuille, parce que je trouve ça quand même plus intéressant qu'ils puissent gérer, etc. Mais voilà, ils vont faire plein de tâches, même les déclarations TVA, ils commencent à les faire. Enfin, il y a pas de... Enfin, j'essaye vraiment de leur apprendre le plus possible pour que, à la fois, eux, ils puissent évoluer dans leurs compétences, et aussi pour que moi, ça puisse vraiment m'aider au quotidien, parce que forcément, un portefeuille, en général, d'un collaborateur, finit toujours par grandir. Tu vois, le management, c'est souvent un sujet qui est pointé du doigt en expertise comptable, de toute façon, de manière générale. Ouais. Nous, on a fait plein d'études quantitatives et qualitatives auprès des professionnels du chiffre, que ce soit des profils juniors, des profils plutôt seniors. Et du coup, on pointe souvent du doigt le mauvais management qu'on peut avoir dans le cas de l'expertise comptable. Comment, toi, ce management, il se matérialise? Comment, toi, tu fais aussi pour leur attribuer des tâches? Est-ce que tu fais des points avec eux? Comment ça se passe de point de vue? Parce que tu es à la fois opérationnel et manager, donc c'est pas facile d'allier les deux. Bah, ça peut être compliqué des fois parce que voilà, forcément, il faut savoir gérer entre les deux. Mais après, moi, personnellement, je pars toujours du principe que j'agis avec les gens comme je voudrais qu'ils agissent avec moi. Donc, c'est-à-dire que moi, je sais, entre guillemets, quel management me convient le mieux. Donc, j'essaye de le reproduire au mieux que je peux. Et voilà, d'être toujours dans une approche bienveillante. Et voilà, de leur montrer l'importance que les tâches qu'ils font, parce qu'aujourd'hui, même s'ils vont faire une déclaration de TVA, on a l'impression que c'est rien, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est une obligation, c'est légal, quoi. Et c'est-à-dire que j'essaye vraiment de leur apprendre le plus de choses et d'essayer de leur donner la meilleure organisation possible, quoi. Et toi, ton lien avec du coup, ton manager direct, comment ça se passe entre toi et lui? Bah, honnêtement, on a une relation très transparente. Ça veut dire que dès que je rencontre une difficulté, je vais aller le voir. Donc, il n'y a pas de, si tu veux, il y a pas de barrière. C'est-à-dire que dès que voilà, je trouve qu'il y a un problème sur un dossier ou je suis pas sûre de ce que je fais, etc., forcément, je suis toujours en contact avec lui. Enfin, je suis en contact avec lui tous les jours, quoi. Je pense qu'il n'y a pas un jour au cabinet où soit il est au cabinet et je vais lui parler directement, soit je l'appelle, etc., quoi. Donc, c'est ça aussi qui est important, je trouve, dans le cabinet où je suis, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre les experts comptables, les managers, etc., et les collaborateurs. Est-ce que tu as la sensation de progresser? Est-ce que entre le mois de novembre ou alors le mois de janvier, je ne sais plus à quel moment précis. Novembre, je suis arrivée. Ok, novembre, les mémorialistes en janvier, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Et est-ce que depuis un an, est-ce que tu as le sentiment d'avoir musclé ton jeu? Est-ce que tu as appris d'autres choses que ce que tu avais fait énormément, par le passé? honnêtement, je pense que j'apprends encore tous les jours. C'est pas pour... Enfin, c'est vraiment ça. Et dans les dossiers, dans les montages, dans plein de trucs, j'ai vraiment déjà approfondi mes connaissances. C'est-à-dire que j'ai vraiment solidifié mes bases. Donc ça, c'est sûr. Et même apprendre plein d'autres spécificités. Voilà, on fait souvent des formations. Donc, c'est-à-dire que les formations, tu es là, tu peux avoir des formations sur différents sujets, que ce soit développement personnel ou de la fiscalité, quoi. Donc, forcément, j'apprends. Et personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la pratique pour apprendre. Est-ce que tu as le souvenir, en tout cas dans cette année, d'une mission particulièrement challengeante qui t'a donné un peu du fil à retordre, mais sur lequel tu as une certaine fierté au final? Bah, il y a plus, entre guillemets, un petit développement de pôle qui est en train de se faire parce que voilà, on commence à avoir des clients du même secteur. Et du coup, comme c'est moi qui commence à gérer les premiers et que les autres, ils arrivent, entre guillemets, je me dis, bah, j'ai contribué au fait que voilà, les clients, entre guillemets, qu'on avait premiers, ils ont été satisfaits. Donc, du coup, on peut agrandir, ça développe le cabinet forcément. Et c'est quoi comme typologie d'activité? C'est dans les supermarchés. Ok, ça marche. Donc, c'est quoi? C'est des franchises de supermarchés? C'est ça, exactement. Ok. Donc, c'est déjà le fait que ce soit des franchises, forcément, il y a des spécificités que je ne connaissais pas. Même si, voilà, je sais qu'au cabinet, voilà, on est très porté franchise. On est très porté franchise, mais ça veut dire que, voilà, tu as des spécificités et de te dire que, voilà, comme... c'est un peu du bouche à oreille, au final. C'est-à-dire comme tu sais que c'est une franchise, le patron de la franchise ou même les franchisés, ils discutent beaucoup entre eux. C'est-à-dire que si tu sais qu'ils en parlent, ils parlent de toi, etc., c'est que, finalement, tu fais bien ton travail. Ok, donc là tu pointes du doigt aussi un autre pan qui est important aussi pour augmenter le chiffre d'affaires du cabinet, c'est que tu vas délivrer le travail pour lequel on t'a appelé, mais aussi le fait d'avoir fait du bon boulot, ça contribue au bouche à oreille, ce qui fait qu'en fait ça peut nourrir aussi le chiffre d'affaires du cabinet. Totalement, c'est sur même tous les secteurs d'activité en général. Je pense que s'il y a un client qui parle de toi, c'est que tu as tout gagné au final. Pour toi, c'est quoi les bons skills que doit avoir un expert comptable pour réussir aujourd'hui et pour apporter vraiment la valeur à son client? Bah, je pense déjà, bon, ça va être une phrase bateau encore, mais déjà comprendre que le métier d'aujourd'hui, c'est juste pas du tout le même qu'hier et ce sera pas le même que demain. Mais ça veut dire que voilà, il faut se porter. Enfin, je pense qu'il faut se diversifier. C'est-à-dire que savoir qu'aujourd'hui,
La compta qu'on a, elle va évoluer encore une fois. Il faut, je pense, être aussi à la pointe, que ce soit au niveau des lois, au niveau de la technologie. Je pense qu'il faut s'intéresser à tout. Et aussi être un peu un bon commercial. Ça veut dire que savoir s'adapter aux gens qu'on rencontre, etc. Et pouvoir avoir une approche différente aussi, je pense, peut-être des autres experts comptables. Pouvoir justement apporter cette nouveauté. Comment tu te projettes, toi, dans l'avenir? Du coup, comment tu dessines? Parce que là, tu as modélisé plusieurs choses. Ouais. Une expérience en plus petit cabinet, une expérience dans un cabinet plus structuré, avec des activités aussi qui sont peut-être plutôt spécialisées. Comment tu vois l'avenir et comment tu vois ton avenir? Honnêtement, je pense que je ne saurais pas te répondre. Je sais que voilà, mon but, c'est vraiment d'être expert comptable. Après, je sais que forcément, dans le cabinet où je suis, il peut y avoir énormément d'opportunités. Et après, voilà, c'est un diplôme qui t'ouvre tellement de portes que c'est fou parce que tu peux faire tellement de choses différentes. Que ce soit, voilà, si demain, tu as envie de travailler en entreprise, avoir un peu moins de pression qu'en cabinet, tu peux le faire. Si demain, tu as envie d'être DAF, tu peux. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Et qu'est-ce qu'on te dit, du coup, chez CK pour ton avenir? Si demain, on veut nourrir ce besoin Ouais. que tu avais quand tu es rentrée en terminale, là, Ouais. d'être indépendante, est-ce que tu pourrais le faire ou pas? Ouais, je pourrais le faire parce qu'aujourd'hui, chez CK, il y a vraiment cette envie aussi de, justement, les experts comptables stagiaires qui sont en passe de devenir experts et qui veulent vraiment devenir experts, de leur proposer aussi des opportunités avec CK, quoi. Hyper clair. Et du coup, toi, si tu devais créer le cabinet de tes rêves, à quoi il Ouais. ressemblerait? Wow, c'est une belle question. Déjà, un cabinet, on se sent bien. Je pense qu'aujourd'hui, quand on va au travail, on a la boule au ventre parce que voilà, on est très stressé, que ce soit par rapport à ses managers, ses supérieurs, que ce soit par rapport aux collègues, etc. Je pense que l'ambiance de travail, elle fait vraiment la différence et je pense que ça peut faire que un collaborateur, il va partir de ton cabinet. Et même, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de travailler dans une bonne ambiance. Et je sais que c'est une des choses que je préfère chez CK aujourd'hui. C'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de... Enfin, même entre nous, par exemple, dans notre équipe, on est assez solidaires. Ça veut dire que même en période fiscale, on s'arrête 5 minutes pour aller aider l'autre s'il a un souci sur un dossier. Enfin, donc, vraiment, l'ambiance, je trouve que c'est essentiel. Et après, voilà, je pense que je sais pas trop quelle taille de cabinet, etc. Je pourrais te dire c'est un cabinet de rêve. Je pense que ça va vraiment dépendre, etc. Mais je pense aussi à un cabinet où tu sais que tu peux proposer des nouvelles choses toujours. Ça veut dire que ce soit dans les secteurs différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu fais... si tu as des clients qui sont des startups, ou si tu as des clients qui sont dans la crypto-monnaie, etc., il faut pouvoir répondre à ces besoins-là. Et voilà, avoir un portefeuille, je pense, de clients très variés parce que ça te crée toujours des nouvelles opportunités et ça te fait toujours apprendre. Et je pense que même quand tu es expert comptable, tu apprends tous les jours. Hyper clair. J'aimerais qu'on aborde et qu'on revienne un peu sur un élément du management. Comment toi tu pourrais... Alors, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement chez CK en termes de management? Qu'est-ce qui fait que ça répond à ton besoin? Je pense que c'est déjà le fait qu'ils veulent que toi aussi t'évolues. Je pense qu'il y a certaines entreprises où ils ont, entre guillemets, intérêt à te laisser au stade où tu es. Et voilà, moi, je suis arrivée collaboratrice, je suis passée chef de mission. On m'a pas dit non, ça fait pas assez de temps, etc. C'est aussi le contexte qui a fait que je suis devenue chef de mission, certes, mais ça veut dire qu'ils te poussent vers le haut. C'est-à-dire qu'ils essayent que justement... ils ont compris que l'intérêt aussi pour eux, c'est aussi de faire évoluer les collaborateurs, les faire évoluer en compétences, essayer qu'ils soient le plus épanouis possible. Et je pense que vraiment, il y a des entreprises qui n'ont pas compris que le bien-être des salariés, c'est essentiel. Donc, il y a déjà... alors, attends, je note ça pour ne pas oublier la question que je veux te poser. Pourquoi on a décidé de te faire évoluer en tant que chef de mission? Alors, souvent, quand je pose cette question, on me dit faudrait peut-être poser la question à celui qui m'a fait évoluer. Mais toi, quel est le regard autocritique qui a fait que... parce que on te met pas ici comme ça. C'est que tu as fait quelque chose pour y arriver aussi. C'est que tu t'es certainement donné pour convaincre. Ou... Je suis pas le genre de personne à balancer mes qualités comme ça, je déteste ça. Mais après, je pense que c'est plus ma motivation et mon sérieux. Ça veut dire que je suis très investie dans mon travail. Ça veut dire que vraiment, je veux vraiment faire mon maximum. J'ai toujours été comme ça, même dans les études. Ça veut dire que je pouvais me dire, mince, j'ai pas travaillé cette heure-là, j'aurais peut-être eu 0,5 de plus. J'étais un peu parano sur ça, mais ça veut dire que je pense que c'est vraiment mon investissement et ma motivation. Après, j'aime à croire qu'ils ont, entre guillemets, décelé un potentiel chez moi. Tu sais, des fois, tu as des gens qui sont hyper motivés, hyper sérieux, mais du coup, ils travaillent à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets ton énergie au mauvais endroit.
Ouais. Et donc, du coup, tu pourrais pas répondre aux besoins. Moi, j'ai vu aussi des fois des personnes que j'ai pu rencontrer qui sont hyper consciencieux, qui Ouais. travaillent beaucoup, mais en fait, ils répondent pas aux besoins. Et donc, en fait, leur évolution, elle peut pas se faire parce qu'en fait, Mm. ils sont à côté de la plaque, quoi, tout simplement. Euh, Toi, quand tu travailles, est-ce que tu as envie de faire les choses parfaitement? Est-ce que tu as envie de... Je sais pas moi, si je te dirais, est-ce que tu veux uniquement faire 20% des actions qui rapportent 80% de valeur? C'est Ouais. quoi ta thèse quand tu vas fournir et délivrer un travail? Est-ce que c'est extrême qualité, tu vois? Bah, en fait, je pense que c'est entre guillemets une qualité qui est aussi un défaut, c'est que je veux toujours que ce soit plus parfait possible, sauf que c'est impossible. En fait, tu peux pas tout rendre, que ce soit tout le temps parfait, etc. Mais après, je pense aussi, le fait que j'ai bien été encadrée, ça m'a permis aussi de comprendre où sont les priorités. Ok, Donc, ça m'a énormément aidé, quoi. ok. Donc là, c'est important aussi d'avoir avec toi un espèce d'effet miroir que si toi tu t'écoutes, peut-être que tu vas aller un peu trop loin et c'est pas utile ça. On te dit, ah bah, là tu peux Ouais. t'arrêter juste à ce niveau-là et tu peux passer à autre Bah, en fait, chose. savoir qu'est-ce qui est important au final et prioriser les éléments, les éléments majeurs, quoi. Ok. Donc, alors, j'ai noté donc la solidarité. Il y a la solidarité entre les équipes. Ouais. Selon toi, comment ça se fait que les gens ils sont solidaires? Tu sais, parce que des fois, c'est chacun pour sa pomme, quoi. Comment on Bah, a je pu pense créer que ce terreau fertile? le recrutement, il est pas mal. Je pense qu'au final, en fait, ils ont ce... Je sais pas comment expliquer, mais enfin, ils savent tout de suite, entre guillemets, repérer les éléments perturbateurs des autres et les personnes qui vont bien rentrer dans le moule CK, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le recrutement qui est fait, ils pensent aussi à la personnalité. Ils voient pas que le CV. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a un très bon CV, mais que tu sens que le collaborateur, il est pas dans l'état d'esprit, si tu veux, du cabinet CK, ils vont pas le recruter, même si c'est un très bon profil. Parce que justement, l'état d'esprit, il est aussi important que les compétences, finalement. Tu sais, je faisais un podcast avec une chercheuse en management et leadership et qui me disait, Nicolas, on recrute sur les hard skills Ouais. et on licencie sur les soft skills. Ouais. Mais du coup, si on arrive à identifier les soft skills en amont du recrutement, du coup, tu peux créer ce match qui est le plus adapté. Ça veut dire que en fait, la solidarité, elle se fait que au niveau du process de recrutement, on va intégrer dans le cadre du cabinet des gens qui fitent plutôt avec la culture du cabinet. C'est ça, et c'est exactement ça. Et surtout qu'on a plusieurs équipes. Et je pense que justement, le recrutement, il est bien fait dans le sens où on sait qui affecté à quelle équipe. Pour que ça Ok. soit le mieux possible, quoi. Ok, hyper intéressant. Donc, il y a la solidarité, le fait d'avoir la possibilité de proposer de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'en Ouais. gros, quand tu dis quelque chose, on va t'écouter. Alors, peut-être qu'on le fera pas, mais en tout cas, tu as la possibilité de proposer. Ouais. Oui, ça veut dire que même si tu as des projets, si tu as des projets même personnels, tu peux aller voir un des experts comptables et voilà, en parler ou discuter avec lui, que ce soit pour pour te donner son avis. Enfin, il n'y a pas de réelle barrière, si tu veux, entre guillemets, les patrons des autres collaborateurs, dans le sens où, au contraire, ils prônent le fait d'amener de nouvelles idées, de toujours innover, quoi. Pas de barrière, donc du coup. Pas de barrière, ça veut dire que tu peux, entre guillemets, alors t'as pas peur de toquer, quoi. Non, franchement, non. Ok, hyper clair. Ensuite, il y a le fait de pouvoir évoluer, de se dire, bah, c'est aussi l'intérêt du cabinet de faire progresser les gens, parce que si les gens ils progressent, ils sont plus forts. S'ils sont plus forts, ils apportent plus de valeur au cabinet, mais aussi quand eux ils sont plus forts, ils s'apportent plus de valeur à C'est ça. eux-mêmes également. Donc, en fait, c'est un espèce de système qui s'auto-nourrit. Exactement. Et je pense qu'il y a des entreprises qui n'ont pas compris que justement, la force, la valeur ajoutée qu'ils peuvent avoir, c'est aussi placer au centre, entre guillemets, le salarié, dans le sens, si lui, il est meilleur, forcément, tu vas pouvoir proposer d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le conseil va prendre une place énorme, même si, voilà, nous, aujourd'hui, il y en a énormément dans mon cabinet où je suis. Ça veut dire que si le collaborateur, il est plus performant, il va s'adapter beaucoup plus facilement aux évolutions du métier. Ouais, bah de ouf. Voilà, franchement, c'est évident. Tu sais, je disais en interne avec la team Counter, j'aurais dit, moi, mon rêve, ce serait que demain, quand vous allez partir, c'est que vous écriviez ex-Counter dans votre profil LinkedIn pour te dire qu'en fait, on t'a tellement donné pour que tu puisses devenir la personne que tu as envie de devenir, que demain, tu sois fier de dire que tu as appartenu à cette équipe, mais qu'après, tu as le droit de prendre ton envol, mais qu'en fait, on a tout fait pour que tu puisses grandir. Parce qu'en fait, le fait de faire grandir quelqu'un, eh ben, en fait, c'est vertueux dans tous les sens du terme. Pour le client, pour la personne et pour l'entreprise Ça, au final. Et je pense qu'aussi, l'humain, entre guillemets, il n'est pas fait pour stagner, dans le sens où forcément, à un moment donné, que ce soit si tu t'ennuies ou si juste pour évoluer même personnellement, ça veut dire que c'est toujours plus gratifiant de te dire j'ai appris des choses aujourd'hui.
Non, carrément. Et aussi, selon toi, qu'est-ce qui te fait que... est-ce que tu aurais d'autres ingrédients qui fait que tu sens que CK, c'est un bon cabinet, aussi peut-être comparativement à des personnes qui sont en Ouais. stage avec toi? Bah, je pense les missions proposées. Je Mhm. pense qu'aujourd'hui, le principal défaut qu'on va trouver en expert comptable, c'est qu'il n'est pas disponible. Nous, aujourd'hui, dans le cabinet, on répond aux clients au téléphone. On n'est pas que à traiter que des mails, parce que des fois, ils peuvent avoir besoin justement d'avoir ce contact. Et on nous dit souvent d'ailleurs d'essayer d'appeler les clients, de savoir comment ils vont, de leur poser même des questions un peu d'ordre général, mais juste pour qu'ils sachent qu'on les accompagne et que voilà, si jamais ils ont un problème, ils peuvent justement nous appeler. Et je pense que c'est aussi le fait que, enfin, c'est aussi ça qui fait entre guillemets la force de CK. Toi, euh, avec l'expérience que tu as, est-ce que des fois tu vas chez des clients, tu vas les rencontrer directement dans leur entreprise? Bah, ça m'est arrivé quelques fois. Honnêtement, je fais pas énormément de déplacements. Moi, la plupart du temps, on fait beaucoup de visio parce qu'on a des clients un peu partout dans la France. Ah, ok. Et après, il y a plein de clients qui préfèrent aussi les visios parce que voilà, ils sont débordés et du coup, c'est beaucoup plus rapide de faire une visio. Mais après, il y a souvent des clients qui viennent au cabinet parce que voilà, ils ont besoin de ce contact physique. Mais donc, du coup, ils viennent. Enfin, voilà, il y a pas de. C'est pas, si tu veux, il y a pas de soit on fait ça, soit on fait ça. C'est un peu comme le client, il a besoin, quoi. Euh, du coup, quand tu te retrouves face à un client, parfois j'imagine qu'il a des questions un peu, je sais pas moi, farfelues ou des Ouais. choses qui sont un peu difficiles à résoudre sur l'instant T. Peut-être que tu le sais pas. Comment tu réagis face à ça? Bah, déjà, je vais essayer de faire mes recherches. Ça veut dire que je suis au téléphone avec lui, j'ai essayé de voir si je peux trouver vite fait la réponse sur Google ou sur ChatGPT. Mais si c'est pas le cas, je lui dis, bah, je me renseigne. Parce que le pire truc que tu puisses faire, c'est donner une information et au final, il te rappelle, c'est pas du tout ça. Après, t'as aucune crédibilité. Mais je pense que voilà, tu lui dis, bon, je vais me renseigner sur ce sujet-là, je reviens vers toi dans la journée, demain, etc. pour que je puisse te donner l'information la plus étoffée possible, la plus précise possible, quoi. Comment tu fais toi justement aussi pour progresser et pour être... parce qu'en fait, tous les jours, c'est une nouvelle partie que tu es en train de jouer. Parce que comme tu rencontres plusieurs typologies de cabinets, typologies d'entrepreneurs, cabinet, pardon, entreprise, c'est ça Ouais. que je voulais dire. Euh, des secteurs d'activité qui sont différents. T'es pas spécialisé, toi. T'as Ouais, non, plusieurs. j'ai plein de. Ok. Comment tu fais pour être au niveau et pour pouvoir aussi apporter cette valeur, tu vois? Bah, déjà, au niveau de la pratique, ça veut dire que plus je vais faire, entre guillemets, des révisions, plus je vais être sur le dossier, plus je vais le comprendre. Après, moi, perso, je vais aussi voilà, faire des petites recherches de mon côté. Ça veut dire que, voilà, de temps en temps, quand je reçois le mail de Légis Fiscal, je vais le lire, enfin, des choses comme ça. Et ça veut dire que, voilà. Et après, on a aussi plein de formations en interne. Il y a aussi le fait que, voilà, quand tu as un client qui t'appelle, tu as une question, tu connais pas la réponse, tu vas chercher. Du coup, après, forcément, tous les jours, tu peux apprendre quelque chose. Parce que des fois, les clients, ils vont t'appeler, ils vont te poser une question, etc. Donc, tu savais pas, tu vas rechercher, tu vas apprendre. Et du coup, après, si un autre client, il t'appelle, tu pourras la ressortir. Et après, mis à part ça, tu peux aller poser la question à un de tes collègues. Et forcément, comme il y a plein de profils différents, ils vont forcément savoir, enfin, ils vont peut-être avoir une information que toi, t'as pas. D'ailleurs, le petit léger fiscal, ce que tu reçois, c'est pas que pour les autres. Ça peut vraiment être utile dans le cadre de ton travail et dans le cadre de ton portefeuille, Bah, hein. c'est ça, après, quand il y a des nouvelles lois, etc., c'est toujours hyper intéressant. Et après, enfin, rien que le titre, tu te dis, ah, il y a un truc qui a changé. Donc, ça peut, voilà, tu regardes, tu lis un peu, etc. Après, il y a plein d'autres sites, même des vidéos sur YouTube et tout. Moi, des fois, je regarde quand c'est des sujets spécifiques. Donc, tu tapes ton sujet et du coup, moi, ça m'aide quand quand j'écoute ou quand je regarde une vidéo, que ce soit un peu plus précis, que ce soit expliqué de façon, pas avec des mots un peu pompeux, parce que des fois, tu vas aller sur le code des impôts, tu vas rien comprendre. Avec Hmm. c'est pas hyper clair, quoi. Tu vois, en fait, c'est vrai que ce job d'expert comptable, mémorialiste ou même de collaborateur, c'est vraiment de la gymnastique qu'il faut Ouais. avoir. Et c'est toujours avoir cette envie de progrès chaque instant, parce que sinon, en fait, tu fais pas long feu dans ce métier. C'est sûr, et je pense que une des qualités requises pour ce métier, c'est d'être curieux. C'est-à-dire que si t'es pas un minimum investi, mais surtout curieux, ça veut dire que de toi-même, tu vas te dire « Ah, ça, je comprends pas et que je vais aller regarder », forcément, tu vas stagner parce que tu peux pas, dans une journée, espérer, voilà, parce que tu vas travailler sur le même dossier, apprendre des trucs très pointus ou très précis, sachant que, voilà, forcément, il y a des jours où tu as des tâches précises, etc. Mais ça veut dire que si tu te poses pas forcément la question en essayant d'aller plus loin, je pense que t'évolueras pas autant que tu pourrais évoluer. Selon toi, c'est quoi les attentes des entrepreneurs? Tu sais, aussi par rapport à ce que toi tu lisais quand tu étais en première année d'alternance en Ouais. DCG3 et maintenant, est-ce que tu vois que ça a changé? Est-ce que tu perçois des attentes qui sont différentes de la part des entrepreneurs? Pourquoi je te pose cette question?
Parce que les entrepreneurs, ils ont plein de besoins. Ouais. Mais c'est quoi leurs besoins intrinsèques? Qu'est-ce que eux, ils veulent en fait au fond d'eux-mêmes? Je pense que la chose majeure, c'est la disponibilité. C'est-à-dire de pouvoir appeler et de pouvoir avoir la réponse à ces questions. Et après, il y a plein de secteurs où aujourd'hui l'expert comptable, il peut aider son client. Nous, par exemple, chez CK, on a plein de services annexes à l'expertise comptable qui font qu'on essaye de répondre à tous les besoins du client. Et je pense que aussi la relation client ou le fait que voilà, quand tu appelles le cabinet, que tu as un besoin, même voilà, demain tu as besoin d'un avocat, on va avoir des noms, des numéros, etc. à te donner. Donc, c'est vraiment d'anticiper les besoins de l'entrepreneur et aussi comprendre que au final, quand tu es expert comptable, tu es aussi un entrepreneur. C'est-à-dire que forcément, tu essayes de fournir les infos et de fournir une prestation que tu aimerais toi-même recevoir si tu avais été à leur place, que tu es un peu à leur place finalement. Hyper clair. Mais alors, peut-être que je vais reformuler ma question. C'est en gros, c'est quoi leur demande, tu vois? Est-ce que eux, quand ils te rencontrent, ils se disent, bah, en fait, tu vois, Levana, moi, mon objectif, c'est je veux mettre à l'abri ma famille, ou alors en cas de divorce, je veux surtout rien donner à ma femme. Ouais. C'est quoi un peu les demandes que tu vois que tu n'aurais pas imaginées en fait à l'origine? Je ne peux pas imaginer. Bah après, je pense que c'est plus... Ou alors des choses qui sont récurrentes. Hein. Ouais, non, ça peut être des trucs perso. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des clients qui me disent, voilà, moi, voilà, j'ai été... je vais chez mon médecin, je vais... voilà, par exemple, quand tu sais que la cliente, elle est enceinte, etc., tu lui poses des questions dessus. Enfin, je pense qu'ils ont aussi besoin, entre guillemets, un peu d'un psychologue ou quelqu'un à qui parler et surtout quelqu'un qui va les conseiller. Et je pense que tu n'as pas la même relation forcément avec un avocat parce que j'ai l'impression, après de ce que je ressens, c'est que c'est un peu plus formalisé, la relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le client il te tutoie, tu n'as aucun problème. Voilà, donc il y a moins de barrières, je pense. Ouais, ok, je vois. L'expert comptable, ou en tout cas le collaborateur, c'est un peu comme un médecin généraliste, quoi. Mais du coup, je pense que le pan du coaching ou de la psychologie, de l'empathie, je pense que c'est vraiment un muscle hyper développé, tu vois, pour les collabs, parce que en réalité, tu vois, je pense que l'entrepreneur, il adorerait ça, tu vois, d'avoir cette écoute active ou en mode, on ne parle pas que de la TVA ou de mon optimisation fiscale ou comment je vais affecter mes dividendes de la fin de l'année, tu vois. Non, c'est sûr, mais c'est marrant parce qu'en plus, je crois que c'était la semaine dernière, on a fait des formations, etc. Et c'était justement le fait que voilà, tu vas faire des déclarations fiscales. Je crois que d'ailleurs, c'est Cédric qui l'a dit. Mais c'est-à-dire que tu vas faire des déclarations fiscales, c'est la base. Voilà, personne... c'est juste normal. Mais le fait que justement, tu puisses aussi faire autre chose, c'est ça qui va faire la différence. Parce qu'au final, quand tu vas d'un cabinet à l'autre, l'expert comptable va faire les déclarations de TVA. Tu vois, donc ça veut dire que juste trouver un cabinet qui te conseille vraiment. Carrément. Hyper clair, Levana. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, devraient être partagées pour clôturer cette discussion, ou un message fort que tu voudrais, peut-être pas fort, mais juste un message, tu vois, que tu voudrais soit partager à des experts comptables, en toute humilité aussi, tu vois, avec le niveau d'expérience, ou à des profils plutôt juniors, pour qu'on puisse aussi clôturer sur peut-être, je sais pas, une petite réflexion, tu vois. Ouais, je pense que faut savoir que c'est un secteur où tu as beaucoup quand même de pression. Ça veut dire que tu es toujours là à te dire, mince, faut que tu as des deadlines, etc. Tu as la pression des clients, etc. Mais après, voilà, donc faut savoir que voilà, c'est un secteur où tu auras de la pression. Il y en a plein d'autres où tu as de la pression, etc. Mais je pense que quand on se lance dans ce cursus-là, qu'on se dit, voilà, je veux faire des CG, des SCG, etc., je pense qu'il ne faut vraiment pas lâcher. Il faut vraiment s'accrocher. C'est-à-dire que c'est des études longues. Tu as l'impression des fois que tu n'avances pas, c'est dur. Les épreuves, en plus, c'est une fois par an. Ça veut dire que c'est vraiment stressant. Ça demande beaucoup de boulot, etc. Mais je trouve que le gap entre quand tu as eu ton diplôme de DCG ou de DSCG et le diplôme de l'expert comptable, il est tellement énorme que ça vaut le coup, quoi. Que ce soit au niveau des missions que tu vas faire, que ce soit même au niveau du salaire. Mais ça veut dire qu'au final, tu as une grosse différence. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas lâcher parce que forcément, c'est long. Et c'est dommage quand on est arrivé à un stade et on se dit on n'a pas continué, quoi. Merci beaucoup, Levana, pour cet épisode. Merci beaucoup pour toute cette générosité. Tu nous as envoyé des punchlines et de l'énergie au maximum, là. Franchement, c'était trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Je mettrai ton profil LinkedIn en bas de
de cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à aller faire un gros coucou à Levana directement sur son profil LinkedIn pour lui envoyer de la force aussi pour la suite du mémoire, naturellement, parce que du cabinet, enfin, de toute son expérience en tout cas. Et puis, si ça vous a fait kiffer cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le partager, parce que ça fait plaisir. Vous retrouvez naturellement ça sur YouTube, sur les différentes plateformes, Spotify, Apple Podcasts. Balancez les 5 étoiles parce que ça donne la force. Et puis, si vous souhaitez rejoindre le cabinet CK et discuter en prime time avec Jérémy, le DRH, déjà dans une première approche, je vous mets en tout cas toutes les annonces qui sont en description de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite le best et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!